tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle. Merci pour votre fidélité et considération renouvelée à cette télé Star 21 TV. Bienvenue dans cette autre représentation de l'émission Starcom. Vous le savez, la mission qu'on a tous les jours dans cette émission, c'est de vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Ceci peut vous permettre de prendre position sur les sujets de l'actualité en toute responsabilité. Au menu de ce numéro de l'émission Starcom, nous parlons de questions des droits de l'homme et la Guinée qui est épinglée à nouveau dans un rapport de l'Union africaine, il faut le dire, après les organisations internationales et le département d'État américain. La Guinée vient d'être à nouveau épinglée dans un rapport concernant la situation des droits de l'homme dans le pays. En effet, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dans son nouveau rapport sur les défenseurs des droits de l'homme et sur les représailles en Afrique, dénonce la répression des manifestations, l'arrestation des organisations notamment de défense des droits de l'homme et l'utilisation des législations restrictives des libertés fondamentales contre les opposants politiques. En quelque sorte, c'est ce qu'on peut savoir de ce rapport de la Commission de l'Union africaine. Le rapport de 27 pages dénonce également les coupures d'Internet et le blocage des médias sociaux intervenus à marge de la présidentielle dernière d'octobre 2020. Et nous, dans cette émission, on pose le débat. Comment est-ce que ces organisations de droits de l'homme procèdent également en termes de procédés pour la remontée des informations vers ces institutions à l'international? Parce qu'il faut dire que l'État guinéen réagit le plus souvent en disant que ce sont des informations erronées. Quelles pourraient être les conséquences de ces multiples rapports sur les droits de l'homme en Guinée, sur la vie des populations? Voilà entre autres des questions que nous tenterons de répondre dans cette émission, mais ça sera juste après ça. Vous savez, c'est avec le même plaisir, j'allais dire, et la même détermination que nous vous retrouvons dans cette émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Comme invité aujourd'hui dans cette émission, Maître Alpha Amadou DSBA. Je rappelle qu'il est le vice-président de l'Organisation de défense des droits de l'homme, des droits humains en Guinée et des citoyens, OGDH. Il est dans cette émission. Monsieur Ba, tout le plaisir est pour moi de vous avoir dans cette émission. C'est vrai qu'on vous a toujours eu au téléphone parfois ou à travers notamment nos reporters. Merci d'avoir accepté notre invitation sur la télé du 21e siècle. Bienvenue. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être à votre plateau pour parler des questions des droits de l'homme en Guinée. Bien, première question. Il faut dire quand même aujourd'hui, pour celui qui a connu l'évolution de la Guinée en termes de respect des droits de l'homme, on espérait qu'en 2010, avec notamment l'avènement d'un état de droit avec un président démocratiquement élu, on pouvait espérer à une certaine amélioration de l'indice de la Guinée en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Mais malheureusement, on se rend compte qu'on est presque dans le même statu quo. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce paradoxe guinéen qui, sur le plan institutionnel, on peut estimer que tout va bien, mais dans les faits, le pays reste toujours au même niveau en ce qui concerne les droits de l'homme? Voilà, écoutez, nous avons le même désenchantement que vous, puisque l'arrivée du professeur Alpha Condé à la tête de ce pays a été une vraie un espoir vraiment incommensurable, puisqu'on a affaire désormais à un président démocratiquement élu qui est un civil, qui est de surcroît un professeur de droit. Et qui a passé toute sa vie en France. Qui a passé toute sa vie en France et qui n'était pas mêlé aux différentes malversations financières, à la répression des précédents gouvernements. C'était vraiment un espoir, mais malheureusement, cet espoir a été déçu quelques mois après son arrivée au pouvoir. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui encore en train de nous battre pour conserver des acquis qu'on a obtenus dans le sang et dans la douleur. Vous vous souvenez qu'en 2006, en 2007, les différentes manifestations, en 2009, toutes les théories qu'il y a eu en Guinée, on pensait qu'avec l'arrivée du professeur Alpha Condé, que toutes les choses allaient changer, que la Guinée allait maintenant se consacrer à l'évolution et aux droits de l'homme, à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Mais malheureusement, c'est le désenchantement total. Et pire, aujourd'hui, je pense qu'on a régressé. Justement. Aujourd'hui, les droits qu'on a acquis sont en phase d'être remis en cause.
il y a beaucoup de choses. Il y a le droit à la manifestation politique, il y a l'emprisonnement des opposants politiques. On pensait que c'est des choses qui sont de notre âge. Mais malheureusement, c'est des pratiques qui continuent. Ouais. Donc c'est un vrai malheur pour nous de toujours continuer à nous battre pour quelque chose qu'on croyait déjà acquis. Ouais. Alors, il y a cette question. Il faut dire quand même que l'autre pomme de discorde, c'est vrai que vous faites votre travail sur le terrain, mais en général, quand on assiste à la publication des rapports des organisations internationales de défense des droits de l'homme, c'est le cas d'Amnesty International, c'est le cas également des autres organisations, on a le plus souvent entendu même le chef de l'État, le président lui-même, s'offusquer le fait que vous, acteurs et défenseurs des droits de l'homme, votre démarche n'est pas une démarche inclusive, vous mettez à la marge peut-être l'État dans la remontée des informations. Alors dites-nous, quel est le mécanisme qui couronne un peu la remontée des informations jusqu'à aller à sanctionner l'élaboration des rapports sur un pays? Vous savez, ce discours, nous l'avons toujours entendu. Depuis la création de l'OJDAS notamment, avec au moment où monsieur le président actuel cherchait le pouvoir, on a toujours entendu que nous étions de l'opposition, que nos méthodes n'étaient pas efficaces, n'étaient pas cohérentes, n'étaient pas sérieuses. Mais c'est un discours que nous avons toujours entendu. Écoutez, il y a des violations des droits de l'homme qui se passent en Guinée. Tout le monde est au courant. Quand il y a manifestation, on fait un décompte macabre. Tout le monde connaît le nombre de personnes qui sont tuées. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes pour justement élucider ces faits? Il n'y a jamais eu d'enquête. Est-ce que faire un rapport pour déterminer, pour expliquer au monde entier ce qui se passe en Guinée, constitue, fait de vous quelqu'un qui est un ennemi de la République? Nous disons non. Mais sauf que vous n'appréciez pas également les petits gestes de l'État allant dans le sens de renforcement de l'État de droit en Guinée. Écoutez, nous ne sommes pas... qui sont là à dénoncer que parfois il faut apprécier les petites... Nous, on n'a pas besoin d'apprécier ce que l'État fait. Ouais. Nous le constatons. Quand il y a un État de droit, si l'État de droit fonctionne dans un pays, je pense que c'est à l'avantage de tous. Nous n'avons pas besoin de faire des conférences de presse pour vanter les mérites du Premier ministre ou du gouvernement parce qu'ils auront fait leur travail. Mais vous organisez des conférences de presse pour dénoncer les violations des droits de l'homme. On ne dénonce que ce qui ne va pas. Ouais. Si tout va bien, je pense que nous, défenseurs des droits de l'homme, on n'aurait même pas eu de matière sur laquelle travailler. Écoutez, nous apprécions, par exemple, quand il y a eu la réforme sur le code pénal et le code de procédure pénale. Ouais. Nous l'avons fait. Mais cela ne va pas être une politique pour venir donner des lauriers au gouvernement. Nous l'avons dit, les réformes institutionnelles, elles sont réelles. Le code de procédure pénale actuellement permet au tribunal de première instance de connaître des dossiers criminels. C'est une avancée. Mais ces avancées-là par rapport à ce qui a été fait, est-ce que nous sommes là à vanter ces mérites? Non. Ce qui reste à faire est encore tellement important que ce qui est fait est dans une large mesure est insignifiant. Alors, on revient sur la question. Comment est-ce que vous faites pour procéder à la remontée des informations? Parce que c'est ceux qui sont en Guinée qui envoient le plus souvent des informations aux organisations internationales. Parce que certains même jusqu'à dire qu'on a des activistes des droits de l'homme en Guinée qui sont de mauvaise foi, qui évoluent toujours pour ternir l'image de la Guinée à l'international. Comment ça se passe? Écoutez, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est les organisations internationales envoient des enquêteurs sur place. Ils ont des enquêteurs qui viennent en Guinée pour recueillir des témoignages, même dans les familles. Il faut juste voir les familles qui sont endeuillées. Ces enquêteurs-là viennent interroger les personnes, se rendent dans les familles, se rendent dans les morgues, parfois même participent à des inhumations, à des manifestations politiques. Quand il y a ces événements, il y a des journalistes, il y a des images, il y a des personnes, il y a des images, il y a des sons. Donc, à partir de toutes ces informations-là, ils ont déjà une idée. Mais maintenant, pour approfondir les enquêtes, nous menons les enquêtes au niveau local. Comment nous procédons? D'abord, quand il y a un cas, la plupart du temps, nous cherchons à rencontrer les familles des victimes. Nous recoupons les informations. Parce que parfois, nous sommes informés à travers la presse. Quand la presse parle d'exactions dans tel quartier, par exemple, nous envoyons nos éléments qui vont sur le terrain, interrogent les parents de la victime. Parfois, c'est la victime elle-même qui témoigne. Et ensuite, dans le quartier et dans le voisinage. Et après, nous déposons parfois des plaintes. Maintenant, ces informations-là sont collectées. Ces informations-là sont vérifiables. Parce qu'il ne s'agit pas d'inventer. À quelle fin nous allons inventer des informations? Tout ce qui se passe en Guinée, mais c'est connu de tous. Ce qu'on vous reproche, c'est que vous ne faites pas de recoupage en termes de écoutez, d'informations. C'est que c'est vrai que les victimes vous accusent par exemple la police ou la gendarmerie d'être derrière une victime, la mort d'une victime, mais l'État vous reproche le plus souvent de ne pas aller vers
notamment l'autorité, pour recouper l'information? Écoutez, nous savons tous qui est porteur d'armes en Guinée. Nous savons que c'est la police et la gendarmerie. Nous n'avons pas dit que c'est X et Y qui a commis tel ou tel fait. Ce que nous disons par contre, c'est que des faits ont été commis. Diligenter une enquête. Mais qu'est-ce qui est plus facile pour le gouvernement que de diligenter une enquête? Quand il y a un maintien d'ordre, par exemple, dans un quartier, il y a un effectif qui est déployé. On sait quelle unité est partie. On sait quelle unité est partie, ils sont composés de combien d'éléments, quelles sont les munitions qu'ils ont, tout le matériel de maintien d'ordre. Tout ça, c'est connu. Quand il y a des bavures, quand il y a des personnes qui sont tuées, il a toujours été dit ici que les agents des forces de l'ordre qui vont dans les manifestations ne partent pas avec des armes létales. Mais aujourd'hui, nous avons le contraire. Quand des gens meurent par balle, mais quelle est la première procédure à faire? C'est d'aller faire une autopsie. Mais s'il n'y a pas d'autopsie, qui on doit accuser? Pour l'instant, nous disons que quand il y a mort d'homme, au gouvernement de diligenter. S'il n'y a pas de diligence au niveau des enquêtes, à qui doit-on demander des comptes? Jusqu'à preuve du contraire, assurer la sécurité des Guinéens et de leurs biens, c'est le rôle régalien de l'État. Rendre justice est également un rôle régalien de l'État. Ce n'est pas à un privé de se lever un beau matin pour dire qu'il va faire une enquête ou alors qu'il va punir les gens qui sont les auteurs de ces crimes. Ce que nous demandons au gouvernement et que nous avons toujours fait, nous faisons tous des plaidoyers, nous faisons des communiqués, nous condamnons les exactions, nous appelons le gouvernement à prendre ses responsabilités, à mettre fin à l'impunité. Parfois, les victimes elles-mêmes ou leurs parents indexent des personnes. Il y a des plaintes qui sont portées contre des personnes nommément désignées, mais aucune enquête. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous menons des enquêtes, nous recoupons ces informations-là, nous détaillons à travers des reports, et puis nous envoyons aux organisations internationales. Cette position, c'est pas du gouvernement et même du président de la République qui parle d'une certaine conspiration. En tant que défenseur des droits de l'homme, à quoi ça renvoie? Qu'est-ce que cela vous inspire? Moi, je pense que c'est une fuite en avant. Ce qu'on cherche, en fait, c'est de discréditer les organisations locales pour en même temps discréditer les rapports internationaux. Mais aujourd'hui, il y a combien de rapports qui épinglent la Guinée? Il y a eu Amnesty International, il y a eu Human Rights Watch, il y a eu le département d'État américain, et il y a l'Union africaine également. Ouais. 4 rapports au cours d'une même année tous ces rapports indiquent de façon claire et précise qu'il y a des exactions qui sont commises en Guinée contre des opposants politiques, contre des activistes de la société civile. Mais quel aurait dû être le rôle du gouvernement? Quelle aurait dû être sa posture? C'était de prendre en compte ces rapports et de diligenter des enquêtes. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est à l'État de diligenter des enquêtes. Il ne sert à rien de discréditer les organisations de défense des droits de l'homme guinéennes pour espérer se justifier. On ne peut pas se justifier en discréditant les organisations nationales. Nous n'inventons rien du tout. Nous faisons des enquêtes sérieuses. Maintenant, si le gouvernement, à travers ses représentants ou à travers ses agents, conteste nos rapports. Mais est-ce que sur la question notamment de l'indépendance de ces structures qui évoluent dans le cadre de la promotion des droits de l'homme, il y a également l'autre aspect de manipulation. Selon certains de vos détracteurs, ils estiment que, puisque par exemple c'est le cas de l'EGDAS, vous êtes affilié à une grande structure sur le plan international. Donc pour fonctionner, il faut qu'on vous envoie des budgets de fonctionnement avec des notions et des contraintes bien précises. Alors est-ce que cette notion de manipulation également ne peut pas être une thèse sur laquelle on peut aussi se baser pour discréditer ce que vous faites sur le terrain comme enquête? Parce que c'est eux qui vous financent. Donc finalement, vous êtes obligé d'être dans la ligne de mire de vos bailleurs de fonds. Écoutez, c'est vrai que nous sommes financés parfois par certaines organisations internationales, mais nous avons aussi nos cotisations. Nous avons des bailleurs qui ne nous imposent pas les thèmes sur lesquels nous travaillons. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas, ça ne peut pas être le cas. Ce que nous faisons en Guinée, c'est connu de tous. Nous sommes dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Mais qu'est-ce qui fait que des pays comme la Guinée-Bissau ont quand même des indices très améliorés par rapport à la Guinée en termes d'image sur le respect des droits de l'homme? Et pourtant, là-bas, on ne peut pas dire qu'ils font meilleur que la Guinée. Mais écoutez, si l'impunité est érigée presque en mode de fonctionnement d'un gouvernement, vous voulez que les autres pays acceptent cela? Il y a l'impunité. L'impunité, elle est garantie pour ceux qui tuent. Depuis 2010, il y a eu des centaines de personnes qui ont été tuées. Est-ce que vous avez entendu une seule fois quelqu'un a été puni parce qu'il est agent des forces de l'ordre? Malheureusement, non. Alors, donc,
ce n'est pas s'attaquer aux ONG internationales, ce n'est pas en s'attaquant à nous que le gouvernement va trouver la solution. Bien. La solution, elle est très simple. Il est question de faire des enquêtes, d'identifier les auteurs et de les punir. Bien. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour cette première partie de l'émission. Je rappelle qu'aujourd'hui, je reçois le vice-président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, OGDH, M. Alpha Amadou Dessaba, qui est avec pendant cette émission, une émission largement consacrée sur ces différents rapports des organisations internationales, mais aussi du département d'État américain et récemment de l'Union africaine sur la violation récurrente notamment des droits de l'homme en Guinée. On en parle également à la pause. Après juste cette transition, on revient dans cette émission. De retour dans cette émission, merci pour votre aimable attention. Alors, M. Ba, il faut rappeler que nous avons essayé quand même d'étudier ce rapport de l'Union africaine sur la Guinée. Il y a une note qui prend en compte également l'aspect des droits de l'homme. On fait état également de l'arrestation des leaders du FNDC, le Front, qui s'est opposé à Alpha Condé pendant une année, quand il était notamment en quête de son troisième mandat. Il faut rappeler également que le rapport fait également cas des restrictions des libertés, notamment sur fondamentales dans la Guinée, parce qu'ils estiment que l'État utilise le prétexte de la crise sanitaire pour procéder à un certain nombre de restrictions des libertés, en rapport également avec l'élection présidentielle, mais sans aussi oublier les enjeux et considérations aujourd'hui d'un environnement qui ne favorise pas vous, à défenseurs des droits de l'homme, d'évoluer. Alors, est-ce que vous allez dire que ce rapport, en quelque sorte, pourrait être une sorte de photocopie de tout ce que vous avez dénoncé en Guinée et dont on n'arrive pas à trouver la solution pour remédier à ces situations? Écoutez, c'est la synthèse de tout ce que nous avons dénoncé depuis un an. Ouais. Parce que dans nos différents communiqués, dans nos différents rapports, tout ce qui a été dit dans ce rapport de l'Union africaine, c'est des questions sur lesquelles nous avons travaillé. Nous avons indiqué à l'endroit du gouvernement un certain nombre de recommandations. Mais ces recommandations n'ont jamais été suivies. Nous avons dénoncé le fait que la crise sanitaire soit utilisée comme prétexte pour systématiquement empêcher les gens de manifester. Et je rappelle, avant, parce que il y a plus d'une année, parce que Kassori, le premier dit qu'il préfère l'ordre qu'à la loi, ça a été le prétexte utilisé pour interdire les manifestants en Guinée. Voilà, il y a eu aussi les points de, comment on appelle, les PA qui sont installés un peu tout au long de l'axe. Oui. Ça, c'est une violation flagrante du droit de manifester. Vous savez, on ne peut pas préférer l'ordre à la loi. Tout doit être régi par la loi. Ouais. Si la loi ne régit pas un domaine, c'est que nous sommes dans la jungle. C'est la loi qui fait l'ordre. Exactement. Justement, c'est quand même étonnant que de la part d'un Premier ministre, que de tels propos soient tenus. Aussi, écoutez, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, on est en train de se baser sur la Covid pour dire qu'il n'y a pas de manifestation. Mais déjà, avant qu'il n'y ait cette pandémie, on avait déjà systématiquement interdit toutes les manifestations sans aucune base légale, je rappelle. Parce que le régime, il est déclaratif. À partir du moment où des personnes, que ce soit les activistes de la société civile, que ce soit les opposants, ils ne font qu'une simple déclaration à l'endroit des autorités publiques. Par rapport à l'autorisation des manifestations. Par rapport à l'autorisation de manifestation. Maintenant, si ce droit il est systématiquement refusé, c'est que cela dit long par rapport à la situation de notre pays. Ouais. Nous sommes en régression totale en termes de démocratie. Parce que sans droit de manifestation, comment peut-on parler de démocratie? Si une frange importante de la population ne peut pas manifester, les journalistes sont empêchés d'exercer librement leur activité, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, nous ne sommes plus dans une démocratie véritable. Alors, il y a quand même cet aspect. Il faut rappeler que vous avez été l'un des acteurs défenseurs des droits de l'homme qui a été également refoulé du côté de la maison centrale qui a suscité assez de débats. Alors, avec l'évolution du temps, aujourd'hui, quelle est la position réelle de l'OGDH sur les détenus politiques qui restent jusqu'au jour, notamment en prison? Et malheureusement, il n'y a pas d'issue favorable parce qu'on parle également de la grève des huissiers et des justices qui paralyse systématiquement l'appareil judiciaire guinéen. Bon, puisque vous êtes avocat, vous êtes plus imprégné sur cette situation. Écoutez, vous savez, j'ai été à la maison centrale avec le président de l'OGDH, il a été refoulé. Moi, je n'ai eu accès parce que je suis avocat. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on avait dénoncé à l'époque. Il y a eu un grand tollé autour de ça, beaucoup d'interprétations, de supputations. Finalement, je pense qu'aujourd'hui, les avocats ont eu finalement accès à leurs clients. Mais ce qu'il faut dire, c'est les conditions de détention. Ouais.
il est question quand même de près de 400 personnes qui ont été arrêtées en marge justement de ce référendum et des élections présidentielles d'octobre 2020. Ces personnes-là sont toujours en détention. Il y a eu quelques-unes qui ont été libérées après comment on appelle ça, après une grâce. Oui, que le président les a accordé une grâce. Évidemment, c'était des personnes qui étaient condamnées à quelques mois, il ne restait que peut-être 1 ou 2 mois. Donc, c'était juste de la poudre aux yeux. Ouais. C'était juste de la communication, parce qu'il semble qu'à l'époque, le président devait aller quelque part. Bon, enfin bref, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il faut tout mettre en œuvre pour que ces personnes-là soient élargies. Nous ne comprenons pas pourquoi des personnalités aussi importantes de notre système politique sont toujours en prison. Qui ont été députés à l'Assemblée nationale. Il y a des anciens députés, c'est aussi des membres influents d'un parti politique d'opposition. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne devrait pas parler de prisonniers politiques, parce que lui-même, le président actuel, parce que c'est ça la référence. Il est resté pendant 2 ans à la maison centrale. Et à l'époque, l'OGDAS s'était également insurgé contre sa détention illégale. Aujourd'hui, nous considérons que les prisonniers politiques qui sont en détention prolongée à la maison centrale sont détenus sur des motifs farfelus, sans fondement juridique. Non, mais quand même, on les reproche comme étant des charges pas des moindres, des gens qui appellent notamment à la désobéissance civile, parce que le président allait même jusqu'à dire qu'il y a certains d'entre eux qui ont voulu attenter même à sa vie. Est-ce que là également... Écoutez, Eddie, vous pensez que si ces gens avaient voulu faire tout ça... Mais enfin bref, moi je ne me prononce pas sur le fond de leur inculpation. Mais ce qui est important... C'est la procédure. C'est la procédure qui a été entamée. Il y en a qui ont été arrêtés sans même convocation. Sans même ils ont escaladé des murs pour Ils ont escaladé des murs pour la reprendre, notamment M. Chérif Ba, qui est quelqu'un qui est connu, à qui on aurait pu tout simplement délivrer une convocation pour se rendre à la DPJ pour répondre des chefs d'accusation contre lui. Aujourd'hui, ce qui est important, ce qu'il faut faire, c'est d'améliorer leurs conditions carcérales en attendant qu'ils soient jugés. Moi, j'ai été à la maison centrale. Ils sont tous malades pour la maladie. La plupart sont malades. Moi, j'ai été à la maison centrale, j'ai vu là où vivent ces personnalités politiques. Ce n'est pas une bonne image de notre pays. Aujourd'hui, on est en train de se vanter qu'on a réussi à rendre le pays calme. Mais si le calme, c'est au prix d'innombrables violations des droits de l'homme, je pense que ce calme-là n'en vaut pas la peine. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un n'ose pas sortir manifester qu'il est d'accord par rapport à la politique qui est développée ou qui est déroulée par le gouvernement. Alors, il faut laisser une fenêtre par laquelle les gens peuvent s'exprimer pour créer la contradiction au niveau des décisions gouvernementales. Parlons du gouvernement de Kassori Fofana. Il y a quand même cette interrogation. Je rappelle qu'il existait au sein de l'ossature gouvernementale un département sur lequel beaucoup de personnes misaient, c'était un peu le ministère des droits de l'homme et de l'unité nationale, mais on a vu que la dernière nomenclature du gouvernement, ce département n'a pas été cité, et le Premier ministre, quand on a interrogé sur la question, il dit que la question sera réglée dans les mises à jour. Donc on a un ministre de l'unité nationale qui n'est ni infirmé, ni confirmé au sein du gouvernement, étant donné que ce département pouvait jouer quand même un très grand rôle en ce qui concerne l'ancrage de l'état de droit en Guinée. Alors vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, d'abord, comment est-ce que vous avez... Comment est-ce que vous observez le fonctionnement de ce département après le départ de Khalifa Gassama Diaby, qui certains quand même estiment qu'il a presque emporté le département avec lui, parce que même si on ne va pas personnaliser le débat. Bon, écoutez, quand Gassama était là, nous avions un interlocuteur crédible au niveau du gouvernement qui était tous à notre écoute. Malheureusement, il est parti. Il n'est pas le seul. Cheikh Sako était également un partenaire de l'OGDH. Mais Taran aussi est issu de la société civile. Écoutez, moi je ne voudrais pas parler de M. Taran. C'est pas une bonne chose que de parler de lui. On ne se connaît pas beaucoup. Mais franchement... Parce qu'aujourd'hui, on a une leçon gouvernementale. Le département, et pourtant, c'est un département qui a... M. Taran, quand même, il est accessible. On l'a rencontré tout récemment. Mais la question qui se pose est de savoir quel est son poids au niveau du gouvernement. Et quels sont les moyens mis à la disposition. Est-ce qu'il a les moyens de ses ambitions, ce qui n'est visiblement pas le cas. Mais toujours est-il que nous pensons que si le gouvernement a l'intention de faire évoluer les choses, mais voilà un département où il faut doter beaucoup plus de moyens pour lui permettre, parce que c'est l'interface des ONG au niveau du gouvernement. Nous le rencontrons le plus souvent et nous lui expliquons nos difficultés. Mais malheureusement, il n'a pas les goûters franches pour pouvoir porter notre message
au niveau du conseil de gouvernement. Je ne sais pas s'il porte ces revendications, mais toujours est-il que jusqu'à date, nous n'avons pas vu grand-chose, en tout cas en termes d'évolution, concernant ce qu'il a fait. Alors, il y a cette question pour beaucoup de citoyens lambda qui parlent de rapports internationaux, des organisations. On a le plus souvent l'impression que nos dirigeants utilisent l'expression de la souveraineté, de l'indépendance, soit disant que la Guinée est un pays indépendant. Alors vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, quelles pourraient être les conséquences de ces multiples rapports sur la question des droits de l'homme qui épinglent aujourd'hui la Guinée? Écoutez, les conséquences sont nombreuses. D'abord, il y a un manque, certainement, si des financements sont conditionnés par l'indice de démocratie. C'est le cas des Millennium Challenge. C'est le Millennium Challenge. On a perdu plus de 500 millions de dollars. Voilà, on a perdu $1,5 milliard. C'est pas rien. Pour un État, c'est pas rien. C'est quelque chose. En période de crise sanitaire. En période de crise sanitaire, ce montant aurait permis, par exemple, de faire beaucoup de réaliser beaucoup de projets sociaux de base. Mais aujourd'hui, on a perdu ce montant parce que justement, la Guinée ne fait pas d'efforts. Et d'ailleurs, on a perdu des points par rapport à 2019. Ouais. Aujourd'hui, chaque année, on perd des points parce qu'on ne veut pas laisser les personnes exercer librement leurs droits fondamentaux, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait la contradiction au niveau du gouvernement. Et aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a même des défenseurs des droits de l'homme qui sont en exil. C'est le cas de Koundouno, c'est le cas d'Ibrahima Diallo, c'est le cas de Sékou Yaya. Sékou Yaya est actuellement au Ghana. Il ne peut plus vivre en Guinée. Maintenant, comment voulez-vous qu'un pays comme ça fasse l'objet d'aide au niveau international? Ce n'est pas possible. Il faudrait que le gouvernement sache que nous ne sommes pas dans une autre planète. Nous sommes dans une planète qui est avec tous les pays. Ouais. Il est important que les règles minimales de démocratie soient respectées. Et on ne peut pas parler de démocratie sans respect des droits de l'homme. Et dans notre pays, l'impunité est devenue presque institutionnelle. Quand il y a l'impunité, mais comment garantir que des personnes puissent venir investir en Guinée? C'est impossible. Ouais. Alors, mais quand même, parlant des organisations de la société civile guinéenne, on a vu également cette lecture du pouvoir. Certains même vont jusqu'à également à vous taxer comme étant des partisans de l'opposition, des gens qui tireraient sur les ficelles et qui vous donnent du goût dans vos dénonciations. Quelle est votre réaction sur... Écoutez, nous, on a toujours entendu ce discours. Et je pense que... Mais quand même, vous êtes tout proche de l'opposition dans vos dénonciations. On ne peut pas... Écoutez, nous dénonçons ce que l'opposition dénonce, mais nous n'avons pas la même finalité. Nous, notre finalité, ce n'est pas de conquérir le pouvoir. L'opposition, elle, veut conquérir le pouvoir à travers des dénonciations par rapport à la mauvaise gouvernance. Nous dénonçons la mauvaise gouvernance, les violations des droits de l'homme pour qu'il y ait des améliorations. Nous, on ne conquiert pas le pouvoir. On ne cherche pas le pouvoir. Donc, on n'a pas à nous allier à l'opposition. Par contre, nous dénonçons, on peut avoir des points de vue, les mêmes points de vue que l'opposition sur certains aspects. Oui, convergents, mais n'ont pas la même méthodologie, nous n'avons pas la même finalité. Nous cherchons pas. Est-ce que vous êtes manipulé par l'opposition? On ne peut pas se faire manipuler par l'opposition parce que nous avons notre ligne de conduite qui est celle de promouvoir et de défendre les droits de l'homme. Maintenant, si cette promotion des droits de l'homme peut être utilisée par l'opposition pour mettre à mal le gouvernement avec les gouvernements étrangers, ça, ce n'est pas notre responsabilité. Mais pourquoi dans vos dénonciations, vous ne vous référez seulement qu'à l'État? Et pourtant, je rappelle qu'il parle des manifestations, parle également des organisateurs. C'est l'opposition qui demande. Donc, s'il y a tuerie ou atrocité, pour moi, vous devrez également vous intéresser à ceux qui ont organisé la manifestation, ceux qui protègent la manifestation. Écoutez, si Paul ou Pierre organisent une élection, qui a le devoir de sécuriser la manifestation? C'est l'État. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, quand des manifestants tuent les policiers, nous dénonçons. Quand les gendarmes ont été tués à Wanindara, lâchement abattus par des manifestants ou par des personnes, des voyous, nous l'avons dénoncé. Nous avons fait un communiqué dénonçant cet acte barbare et ignoble. Et nous avons demandé au gouvernement de diligenter une enquête. Aujourd'hui, cette enquête est en cours. Mais c'est que nous ne comprenons pas. S'il s'agit des gendarmes, l'État est prompt à engager des poursuites. S'il s'agit des opposants, l'État est prompt à engager des poursuites. Mais quand il s'agit des gendarmes et policiers, là, l'État ne fait absolument rien pour que la lumière soit faite sur les exactions et les tueries qui ont été commises par ces mêmes gendarmes. Et c'est là où il y a le 2 poids 2 mesures. C'est ce que nous dénonçons.
Donc nous ne sommes de connivence avec personne. Bien. Ni avec l'État, ni avec l'opposition. Ce qui nous intéresse, c'est la promotion et la protection des droits de l'homme en Guinée. Et pour ça, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Alors, vous l'avez compris, dans cette émission, on a un autre invité aujourd'hui, M. Alpha Amadou DSBA. Je rappelle qu'il est le vice-président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens. Alors, M. Ba, pour terminer cette deuxième partie de l'émission Starcom, je m'en vais également vous poser cette question. Alors, sur la question des droits de l'homme, est-ce que c'est un problème de texte ou un problème d'applicabilité ou un problème d'institution en Guinée? Parce qu'on se rappelle quand même qu'on a un pays qui est champion en ce qui concerne les ratifications des traités. On est également champion à voter les textes, mais dans la réalité, ça ne s'applique pas. Est-ce que le problème c'est dans les textes ou le problème c'est dans l'application de ces textes? Mais vous l'avez dit, il y a tellement de textes. Si avoir des textes était une référence, je pense que la Guinée serait une très bonne référence. Pourquoi pour les pays du monde on ne peut entier. pas appliquer ces textes? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique d'appliquer les textes. L'application des textes incombe à qui? À l'exécutif. Quand il y a une loi, si elle n'est pas appliquée, il faut poser la question au gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui est censé appliquer les textes. Aujourd'hui, quand il est question par exemple de manifestation politique, on dit que les forces de l'ordre doivent maintenir l'ordre. Mais le maintien d'ordre a des principes et des règles. On ne doit pas utiliser des armes à feu. Ouais. Mais si les gendarmes utilisent des armes à feu, tuent des manifestants, quel doit être le rôle premier de l'État? C'est de mettre aux arrêts ces gendarmes afin de les juger. Mais cela n'est jamais fait. Deuxièmement, quand on a parlé tout récemment du journaliste Amadou Diouf de Diallo, Justement, qui est jusqu'à présent qui est incarcéré, mais Ouais. c'est en violation flagrante de la loi sur la presse. La loi dit que la sanction ultime, c'est 5 millions de francs guinéens. Ouais. Pas de détention pour les délits de presse. Ou La par loi exemple, L002. La loi L002. Oui. Mais pourquoi Amadou Diouf Diallo se retrouve en prison? Vous voyez, il y a des lois, mais les lois ne sont pas appliquées. Bien. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, aujourd'hui, on parle des questions des droits de l'homme en Guinée avec ces multiples rapports qui sont publiés sur la Guinée en ce qui concerne la violation des droits de l'homme dans le pays dirigé par Alpha Condé. On marque une courte pause, on revient dans cette émission pour la troisième et dernière partie de l'émission Starcom. Merci pour votre considération et préférence à cette télé, la télé du 21e siècle, à cette émission Starcom. Bienvenue dans la troisième et dernière partie de ce numéro de l'émission Starcom. On parle désormais, on continue d'ailleurs notamment sur le même sujet, en ce qui concerne les droits de l'homme en Guinée. Il faut dire que parmi les pays non fréquentables en Afrique, les États-Unis conseillent ses citoyens de ne pas se rendre en Guinée. En effet, les États-Unis ont élevé le niveau d'alerte sur la Guinée au seuil d'extrême, notamment de points en ce qui concerne notamment la violation des droits de l'homme. Il faut rappeler, après également avoir perdu la chance avec le Millennium Challenge, la Guinée se trouve sur le mauvais côté du rapport accablant sur la situation des droits de l'homme en Guinée, classé au niveau du 4 seuil rouge par Washington. La Guinée se trouve désormais dans la catégorie des pays où il est interdit d'y aller. C'est du moins c'est ce qu'on peut attendre notamment de ce rapport il y a quelques mois encore. Il faut rappeler que la Guinée était au niveau 3, mais face à la résurgence du virus Ebola et s'est greffé à la pandémie. Mais à ce place-là, des troubles au niveau notamment de la défense des droits de l'homme, finalement, le pays dirigé par Joe Biden a décidé de conseiller à ses citoyens de ne pas se rendre ou de ne pas prendre la destination Guinée parmi les pays africains. Ça, c'est une information qui nous n'honore pas également en tant que pays. Alors, il faut dire que c'est l'une des conséquences un peu néfastes de cette situation. C'est vrai que l'État a utilisé la couverture crise sanitaire pour bon, les États-Unis pour déconseiller ces populations. Alors vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, qu'est-ce que cette autre sortie également des États-Unis qui ont publié un rapport et après ils ont privé de la Guinée le Millennium Challenge, désormais ils déconseillent leurs citoyens de voyager en Guinée? Écoutez, c'est le retour à l'envoyeur. La Guinée a indiqué comme motif pour empêcher les opposants de manifester la crise sanitaire. Les États-Unis aussi, sous cette couverture, déconseillent ses ressortissants à venir en Guinée. Mais en réalité, ce n'est qu'une couverture. Du berger à la berger. Du berger à la berger, exactement. Parce que la question qui se pose, elle, c'est celle de savoir est-ce que nous pouvons nous passer de l'aide extérieure? C'est ça la question. La question de souveraineté, elle est importante. Mais nous vivons sous perfusion.
Je sais que le gouvernement... Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Ban? Nous sommes quand même un pays souverain. Écoutez, nous sommes souverains, mais nous vivons aussi également... La une préfecture des États-Unis quand même. Oui, c'est vrai, c'est facile de le dire. Je sais que c'est la Guinée à 200 et quelques mille kilomètres carrés, nous sommes loin des États-Unis. Mais nous vivons quand même à travers beaucoup d'aides des partenaires multi et bilatéraux. Superfusion, c'est pas excessif. Bon, écoutez, ce n'est pas des indices quand même positifs. Ce n'est pas macroéconomique, soit disant que l'économie guinéenne se porte bien. Écoutez, moi je ne voudrais pas m'aventurer sur l'économie. Mais ce que je sais, c'est que les États-Unis et la France, notamment l'Union européenne, engrangent beaucoup d'argent pour nous aider dans différents domaines. Ça, c'est indéniable. Maintenant, la conséquence, elle va être lourde pour notre économie. Parce que si on déconseille Est-ce qu'on a atteint ce niveau où les États-Unis peuvent aller jusqu'à déconseiller leurs citoyens à ne pas prendre la destination du pays? Moi, je pense que nous sommes déjà au rouge depuis longtemps. Wow. Vous savez, il y a des indices. D'abord, il y a les rapports des organisations internationales crédibles. Amnesty International, Human Rights Watch. Ensuite, le département américain. Vous avez vu le rapport? Il a dépeint de façon claire et précise la situation des droits de l'homme en Guinée. Le département américain a pensé que cela aurait débouché à une certaine amélioration. Mais malheureusement... c'est une prise de conscience de la part de l'autorité. Exactement, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le gouvernement se met systématiquement à discréditer les différents rapports qui pourtant auraient pu lui permettre de s'améliorer et de corriger beaucoup de choses. Mais non, au lieu de corriger, le gouvernement persiste dans sa négation. Ouais. Les opposants politiques, ça aurait été un moyen efficace pour désamorcer cette crise. Ouais. La libération pure et simple de ces opposants politiques. Mais ce n'est pas le cas. Et vous voulez que les démocraties occidentales nous soutiennent dans cette situation? Et moi, je peux vous dire, la prochaine étape va être laquelle? Il y aura des interdictions de voyager. Ouais. Et c'est sûr qu'on va geler des affaires. Hein, bien sûr, on va geler... Parce qu'il y a des personnes quand même qui se sont illustrées dans la manipulation, dans le favoritisme. Ils ont posé des actes pour justement favoriser ces différentes violations des droits de l'homme. Il y a des ministres, il y a les services de sécurité. Ces personnes peuvent être identifiées et interdites de séjour aux États-Unis. On pourrait même geler leurs avoirs. Moi, je ne souhaite pas qu'on arrive à ce niveau. Mais si cela devait arriver pour que les Guinéens se libèrent, je pense que ce serait une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, il est inadmissible qu'on vive dans cette situation et que cette situation perdure dans le temps. On ne peut pas continuer à toujours subir cette impunité dans ce pays. Alors, il y a cette question maintenant. C'est vrai qu'on a un État qui semble être surmien. Aujourd'hui, s'il y a une entité sur laquelle on peut miser, ce sont les acteurs de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme que vous êtes. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre de vous en termes d'action? Parce que c'est vrai que les rapports, on va me dire que ça a des conséquences, mais pas dans l'immédiat. En attendant, il y a des prisonniers politiques. Le Guinéen est en train de subir l'effet, notamment de cette violation des droits de l'homme. Il y a des Guinéens qui sont privés de la liberté de manifestation. Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre de vous en tant qu'activiste ou acteur de défense et pourquoi pas de la société civile guinéenne en général? Vous savez, nous avons des limites aussi. D'abord, la première limite, c'est qu'on n'a pas un pouvoir décisionnel. Nous dénonçons des faits, nous faisons des rapports, nous interpellons l'État. Et à une très haute échelle, à une autre échelle, sur le plan international, nous interpellons les organisations de défense des droits de l'homme et parfois même les États. Ça, c'est notre rôle. Maintenant, in fine, c'est aux gouvernements internationaux, aux organisations internationales de mettre la pression sur le gouvernement. Bien. Donc, nous, à notre niveau... Vous n'avez qu'un rôle d'alerte et de proposition. Exactement. Et non de coercition en termes nous n'avons pas les moyens de contraindre l'État. Mais nous pensons qu'à travers nos rapports, cela devait permettre au gouvernement de corriger. Parce que ce n'est pas seulement... Nous ne dénonçons pas parce que nous détestons la Guinée. Ou que c'est à titre personnel. Ouais. Nous, ce que nous détestons, c'est un système. Et ce système-là, il est un lourd fardeau pour le Guinéen. Et c'est ce que nous dénonçons. Si ce système-là, il est complètement mis hors jeu, c'est-à-dire qu'un nouveau système de gouvernance est mis en place, mais nous sommes dans notre coin. Ce n'est pas de gaieté de cœur que de faire le décompte macabre des personnes qu'on tue, non. Nous, notre rôle, sincèrement, c'est de permettre au gouvernement de s'améliorer dans plusieurs domaines. Et nous n'avons parlé que du domaine des violences, mais nous n'avons pas parlé du droit économique, social et culturel. Aujourd'hui, l'impact des barrages de Soapiti, de Garafiri sur les populations
autochtones ou les communautés, l'impact là, il est négatif. Évidemment. Aujourd'hui, on a déplacé les dernières opérations de déguerpissement. Les dernières opérations de déguerpissement. Tout ça, même de démolition des maisons. On a accru la pauvreté dans le pays. Ouais. Tout ça, c'est le gouvernement qui devait prendre la responsabilité. Est-ce que tout ça peut entrer dans le chapitre des droits de l'homme? Mais bien sûr, mais c'est un droit. Le droit culturel et social. Le droit de ne pas être déplacé à son lieu, par exemple dans un village où tu as vécu toute ta vie, pendant plusieurs générations, des siècles durant. Tu es attaché à un cimetière où repose là le grand-père, l'arrière-grand-père, où tu viens te recueillir à cause d'un barrage qui est évidemment du domaine public. On vient, on te déguerpit. Tout ça, c'est des droits qui sont évalués. Il y a également cette histoire autour de la fermeture des cimetières de Bambeto et de Kaporoa également qui heurtent les sensibilités en Guinée. Voilà, voyez-vous jusqu'où le gouvernement peut pousser son cynisme. Sinon, pourquoi fermer le cimetière de Bambeto, où reposent là des centaines de personnes qui ont été tuées par balle. Ouais, des victimes. Aujourd'hui, on a comme l'impression que l'objectif, c'est d'effacer la mémoire collective sur ce lieu. Aujourd'hui, ces personnes-là sont ensevelies sous terre. Aucune enquête n'a été faite. Si demain, par exemple, un autre jour ou un autre gouvernement, ou alors le même gouvernement, songeait par exemple à rendre justice à ses victimes, où va-t-on retrouver ces tombes? Bien. Ces tombes auront disparu. Alors, c'est vrai que depuis le début de cette émission, on a fait qu'égrener les problèmes et le constat par rapport à la question des droits de l'homme. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette situation puisse s'améliorer pour l'image de la Guinée, pour atténuer un peu tout ce que vous annoncez là comme risque auquel on pourrait s'exposer dans les heures à venir? Vous savez, nous, quand on dénonce, quand on alerte, on fait tous des recommandations. Ouais. La première recommandation, c'est de poursuivre les auteurs de ces crimes. Les auteurs de ces crimes sont en Guinée. Ces personnes-là sont connues. Ou en tout cas, peuvent être, on peut les identifier à travers les informations qui sont collectées par les organisations internationales et les organisations locales. Il y a les parents des victimes. Donc, on peut les poursuivre. Deuxièmement, c'est de permettre aux opposants politiques de mener leurs activités politiques. Troisièmement, c'est de libérer les détenus politiques. Donc, si tout c'est fait, si toutes ces exigences-là sont acceptées et mises en œuvre par le gouvernement, je pense que ça pourrait quand même améliorer le visage de la Guinée, non seulement sur le plan national, mais le plan international. Et du côté institutionnel, parce qu'il faut rappeler quand même que le paradoxe de la gestion du président Alpha Condé, c'est vrai qu'il est venu, on a assisté à la mise en place des institutions sur lesquelles on pouvait miser. C'est le cas de l'institution nationale des droits de l'homme. Selon vous, qu'est-ce qui fait que cette institution ne parvient pas à fonctionner pour répondre aux aspirations? Et pourtant, elle a suscité assez d'espoir. Écoutez, la mise en place de cette institution déjà préjugeait de son inefficacité. Non, mais c'est pas quand même, mais c'est une volonté. Écoutez, quand on a mis cette elle n'existait pas quand même. C'est Alpha Condé qui a eu le courage de mettre en place cette institution. Écoutez, cette institution, la loi qui a créé l'INDH prévoyait un certain nombre de représentants. Cette loi a été toilettée après son adoption par le CNT au niveau du gouvernement. Donc, ce qui a changé complètement sa composition. Aujourd'hui, l'administration est sous-représentée au sein de cette institution. De sorte que si les acteurs de la société qui sont présents dans cette institution n'ont presque pas la possibilité de contrebalancer les Ils n'ont pas la voix au chapitre. Ils n'ont pas la voix au chapitre. Donc, déjà, l'OGTS à l'époque avait décliné justement l'offre qui lui avait été faite de participer à cette institution. Ah bon? Oui, parce que Dr So, on a estimé qu'à l'époque, il n'était pas question qu'une loi, après avoir été votée au CNT, soit modifiée au niveau du conseil de gouvernement. Ça, c'était une grave violation. Donc, on a estimé qu'on ne pouvait pas participer. Deuxièmement, on n'a pas parlé des déguerpis. Sur les recommandations, il est question aujourd'hui d'évaluer les pertes qu'ont subies ces pauvres populations et de les indemniser. Mais le gouvernement dit qu'ils ne sont pas informés à travers le Premier ministre, qui n'était pas informé du processus. Ce qui veut dire que... Écoutez, vous voyez jusqu'où le gouvernement est prêt à aller pour se dédouaner. Sinon, comment on peut expliquer que dans un pays normal... De Conakry à Dibreka Koya, que le gouvernement... Et puis, je rappelle qu'à chaque casse, à chaque le ministre Kourouma, il sortait à la télévision d'État qu'il est au service de l'État. Il est au service de l'État. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'au lieu de chercher par des stratagèmes pour fuir ses propres responsabilités, il est important aujourd'hui que le gouvernement appelle ces déguerpis
puisque ça a été un déguerpissement sauvage. J'en suis victime moi-même. Voilà. Voilà, donc une raison de plus, il faut dédommager les gens. Parce que normalement, l'État peut déguerpir des gens, mais après avoir évalué et indemnisé. Il faut indemniser d'abord avant de déguerpir. Mais ici, en Guinée, c'est le contraire. On déguerpit d'abord et après on dit qu'on va indemniser. Sur la base de quoi? Des maisons qui étaient construites ici. Sur quelle base vous allez évaluer ce que chacun avait sur sa parcelle avant d'être déguerpi? Vous voyez un peu la confusion dans laquelle cette déclaration a été faite. Bien, alors on revient sur l'Institut national des droits de l'homme qui quand même était, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit une vraie institution en Guinée? Bon, moi je pense qu'il faut un peu de courage à son président, que je connais bien, qui m'a même enseigné à l'université. Dr Alia. Dr Alia Diaby, c'est un bon cadre, mais qui malheureusement, depuis un certain temps, depuis qu'il est à la tête de cette institution, a presque renoncé à beaucoup de principes. C'est le cas du premier président également, qui M. Mamadi Kaba, qui est aujourd'hui président d'Amida. Oui, bien sûr. Mamadi Kaba avait quand même quelques fois pris position. C'était vraiment courageux. Et je pense même que c'est ce qui a prévalu à sa destitution. Bon, enfin, pas à sa destitution parce que c'est un seul mandat, mais il n'avait pas les moyens de sa politique. Mais quand même, il avait œuvré quand même. Il a dénoncé beaucoup de choses. Il a pris position. Mais l'actuel président, quand même, c'est quand même étonnant qu'il ne puisse pas prendre position. Et ensuite, il y a une institution qu'on devrait créer, la Haute Cour de justice. Ah oui, elle a été toujours demandée. Aujourd'hui, quand un ministre détourne, c'est le cas de l'affaire de fond, il n'y a nulle part où le juger parce qu'il va comment on appelle ça, expliquer qu'il est ministre, donc on ne peut pas le poursuivre dans les juridictions ordinaires. Donc la mise en place de cette haute cour de justice, je pense que c'est quelque chose aussi qui pourrait favoriser le problème. Est-ce que c'est la mise en place des institutions ou bien c'est le fonctionnement de ces institutions? Parce que aujourd'hui, quand vous regardez même la Cour constitutionnelle, la CENI, même l'UNEDH dont on parle là, c'est vrai qu'on a des institutions, mais on a l'impression que ce sont des caisses de résonance qui n'ont presque pas d'impact dans le fonctionnement normal des choses. Donc, est-ce que ce sont les institutions ou c'est le mécanisme de fonctionnement qu'il faut voir? Non, c'est vrai que c'est les mécanismes, parce que beaucoup d'institutions que vous avez citées existent, mais elles ne jouent pas pleinement leur rôle. Justement, c'est... Bon, mais la création quand même de la Haute Cour de justice, je pense que c'était une promesse du président actuel, le professeur Alpha Condé. Je pense qu'il devrait quand même la concrétiser. Ça fait maintenant 10 ans qu'il est à la tête de ce pays. Il avait promis cette haute cour de justice pour justement lutter contre la corruption ou la corruption de certains hauts cadres de l'État. Mais jusqu'ici, cette cour n'a pas été installée. Mais ensuite, il faut qu'il s'implique davantage pour la mise en œuvre des recommandations, le bon fonctionnement des institutions, ce qui n'est pas le cas actuellement, comme vous l'avez rappelé. Il ne sert à rien d'avoir aussi, comme vous l'avez dit, des institutions si ces institutions ne jouent pas leur rôle. On a l'impression qu'il n'existe qu'un seul pouvoir en Guinée, c'est le pouvoir exécutif. Tous les autres pouvoirs sont soit infondés, soit complètement annulés, accessoires au pouvoir exécutif, ce qui est totalement... Alors, on va parler également de l'appareil judiciaire parce que vous êtes également avocat. Tout ça rentre dans le contentement des droits de l'homme. Aujourd'hui, on assiste presque à une sorte de paralysie totale dans l'appareil judiciaire guinéen, suite notamment à cette grève des huissiers de justice accompagnés des avocats. Alors, d'abord, à quel risque on pourrait s'exposer dans les jours à venir? Bon, les risques sont nombreux. D'abord, c'est d'aggraver la détention prolongée des détenus à la maison centrale, parce qu'il y en a des centaines qui sont en attente de jugement. Indépendamment d'ailleurs des détenus politiques, qui eux viennent d'arriver, il y a des gens qui sont à la maison centrale depuis des années, qui sont en attente de jugement. Donc cela pourrait avoir un impact négatif sur le bon fonctionnement même de l'appareil judiciaire en général et sur la gestion de ces dossiers criminels et correctionnels au niveau des tribunaux. Bien. Mais, encore une fois, la revendication des huissiers, sans vouloir être leur avocat à ce plateau, c'est quand même une revendication légitime parce qu'il est question de faire exécuter les décisions de justice. Vous savez, quand un citoyen saisit la justice, l'aboutissement, c'est une décision de justice. Si cette décision de justice n'est pas exécutée, donc il ne rentre pas en possession de son droit. Donc c'est un droit pour les huissiers de faire le boycott ou la grève, on appelle ça comme on veut, mais c'est aussi, ce droit-là impacte
sur celui des détenus politiques actuellement ou des détenus tout court à la maison centrale. Donc ça paralyse en quelque sorte, malheureusement le système judiciaire dans son ensemble. Parce que c'est la 3e semaine. Et la 3e semaine depuis que les huissiers ont commencé leur grève. Et c'est la 2e semaine depuis que les avocats ont rejoint le mouvement. Donc, vous l'avez compris, hein, la Guinée est un pays exceptionnel avec notamment des scènes qui se passent dans notre pays en ce qui concerne la question des droits de l'homme. Hein. La situation n'est pas aussi réalisante pour la Guinée parce qu'il faut rappeler qu'à l'espace d'une année, on parle de plus de 3 rapports qui ont été publiés contre la Guinée en ce qui concerne le respect ou la violation des droits de l'homme dans le pays. Alors, il y a également dernièrement les États-Unis qui déconseillent fortement à ses citoyens d'être tentés de voyager dans le pays dirigé par Alpha Condé. Nous arrivons à la fin de ce numéro de l'émission Starcom. Monsieur Ba, tout le plaisir pour moi de vous avoir dans cette émission pour une première, mais j'espère que ça ne sera pas non plus la dernière. Merci beaucoup, ça sera avec plaisir que je reviendrai. Merci d'être passé et également merci à vous, aimables téléspectateurs de cette télé, la télé Star 21 TV. Merci d'être avec nous pour cette tranche dans l'émission Starcom. On espère tout simplement que cette émission vous a aidé à mieux comprendre les dessous de l'actualité en ce qui concerne la question des droits de l'homme en Guinée. On se reprend dans cette émission avec d'autres acteurs de la vie sociopolitique de la Guinée. Au revoir et surtout, bon Ramadan à vous.